Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque soir, il est 18h, c'est le journal de la rédaction. Voici les titres de cette actualité prévue ce soir. Peter Plus, Parcours Plus, c'est le nom d'un nouveau programme de coopération transfrontalière dont les grandes lignes ont été présentées ce mercredi à Saint-Gervais. Les différents partenaires se donnent 3 ans pour redynamiser le Mont-Blanc. Et puis en rugby, le socle, le stade olympique de Chambéry est à une marche du bonheur. Leader de la phase régulière, les Savoyards affrontent Carcassonne ce samedi en finale du championnat de national. Le vainqueur montera en Pro D2 la saison prochaine. Face au réchauffement climatique, à la crise du logement saisonnier et à l'urgence d'impliquer les jeunes, un projet européen d'envergure a été lancé ce mercredi à Saint-Gervais. Baptisé Peter Plus, Parcours Plus, ce programme transfrontalier entre la Haute-Savoie et la vallée d'Aoste est soutenu à 80% par l'Europe via le programme Alcotra. Près de 7 millions d'euros sont mobilisés pour transformer durablement la montagne. Voyez ce reportage de Myrtille Laurent Bourriou. C'est au théâtre Montjoie à Saint-Gervais-les-Bains que Français et Italiens ont lancé ensemble le projet européen Parcours Plus. Une coopération transfrontalière entre 12 partenaires des deux versants du Mont-Blanc pour répondre à 3 urgences des territoires alpins, le climat, l'éducation des jeunes et le logement. On est tous en difficulté sur les logements saisonniers, dans les stations, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation au sein des vallées. Nous, de notre côté, la communauté de communes Cluses-Montagne, on est prêt à dégainer une installation, une structure pour accueillir une douzaine de logements pour les saisonniers en vallée, à Cluses, qui permettra à la suite de pouvoir héberger des personnes soit pour les stations de ski, soit pour d'autres activités touristiques. La friche industrielle de Cluses, par exemple, sera notamment réhabilitée pour répondre à ces besoins. Côté climat, la région autonome de la vallée d'Aoste pilote un projet pour renforcer la protection de la montagne et de ses habitants. Ce sont des années très difficiles pour le territoire, en particulier pour le territoire vallottin. On ne peut que faire équipe, tous ensemble, pour chercher vraiment de donner des réponses à la montagne, surtout pour créer des conditions encore plus intéressantes pour ce qui est le développement de notre territoire, du milieu agricole, évidemment du milieu touristique, mais surtout pour donner la sécurité aux touristes et aux résidents qui fréquentent notre territoire. Quant à lui, le projet Image au cœur de Peter sensibilise les 11-17 ans à l'éducation aux médias et aux enjeux du climat grâce à des ateliers sur le terrain. Un enjeu d'avenir dans une zone transfrontalière de plus de 1,8 million d'habitants, dont 20% ont moins de 20 ans. Ce sont les collégiens de la vallée d'Aoste et de toute la vallée du Mont-Blanc qui peuvent participer à ce projet. L'objectif, c'est d'informer nos jeunes, de les préparer à pouvoir faire la différence entre les bonnes et les mauvaises informations, de pouvoir repérer les fake news par exemple, et puis de savoir faire des recherches, de pouvoir vérifier les informations qu'ils vont trouver sur les différents sites internet ou les réseaux. Avec près de 7 millions d'euros de budget sur 3 ans, le projet Peter trace un cap clair. Préparer la montagne de demain et espère faire du Mont-Blanc un territoire exemplaire où la coopération franco-italienne rime avec solutions concrètes. Pierre Loalec, le représentant régional de la Commission européenne en France, s'est rendu à Chambéry ce mercredi. Accompagné du maire de la commune, il a pu découvrir sur le terrain plusieurs projets locaux ayant bénéficié de financements européens. Exemple avec la réhabilitation de l'école Verbois, financée à hauteur d'1,4 million d'euros par l'Union européenne, ou encore la rénovation de la friche Rubanox. Cette visite a également été l'occasion de renforcer les liens entre l'Union européenne et la Savoie, mais aussi pour la commune de faire part de ses différentes attentes. On écoute à ce propos Thierry Repentin, le maire de Chambéry, et Pierre Loalec, représentant régional de la Commission européenne. Ils répondent aux questions de Kezia Poudou. Réhabilitation du théâtre Charles Dullin, où nous espérons, au-delà de mécènes, avoir un accompagnement de fonds européens qui reste à déterminer. C'est très compliqué pour y rentrer à l'intérieur. Nous avons aussi des sites industriels qui sont pollués sur l'agglomération de Chambéry, et donc pour pouvoir y mettre de nouvelles activités ou du logement, il faut préalablement dépolluer, et là nous comptons sur un accompagnement de l'Union européenne, comme ça a été le cas par exemple sur la dépollution du site de Rubanox. Et en fait, ce sont des sommes très conséquentes qui font que si vous ne les avez pas, vous êtes obligé
de réduire votre ambition, de l'étaler sur une période plus longue, voire d'y renoncer si vous n'arrivez pas effectivement à mobiliser cette dimension internationale. On croit très fortement à une articulation très proche entre l'échelon européen et l'échelon local, parce que c'est au niveau local et au niveau des compétences locales que beaucoup des grandes stratégies européennes vont être mises en œuvre. Si on parle du changement climatique, de la rénovation des bâtiments, c'est beaucoup des compétences locales. Donc nous, on croit vraiment en une alliance, et c'est pour ça qu'on met pas mal d'énergie sur le fait de communiquer, de rester en lien avec les élus locaux et de les informer spécifiquement, aussi via une initiative qu'on a appelée l'Europe des communes. Donc c'est la Commission européenne en France qui, via tout un tas d'outils, communique l'Europe de manière très concrète auprès des élus et des agents locaux. A noter que sur la période 2021-2027, la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d'une enveloppe européenne de 1,3 milliard d'euros, soit environ 200 millions par an. En sport, c'est un match pour l'histoire que s'apprête à disputer le stade olympique de Chambéry Rugby. Ce samedi, le SOC affronte Carcassonne en finale du championnat de national. En cas de victoire, le club savoyard décrochera une montée historique en Pro D2, le deuxième échelon national du rugby français. Ce serait alors une première pour les jaunes et noirs qui n'ont jamais atteint un tel niveau. Ce jeudi matin, les joueurs se sont entraînés une dernière fois avant de prendre la route de Narbonne vendredi matin. Jules Demeur a pu assister à cette séance pas comme les autres. On regarde ce reportage. Dernier réglage, dernière passe, dernier lancement de jeu avant de prendre la route pour le match le plus important de la saison. À peine remis de leur large victoire en demi-finale à la maison que les éléphants de Chambéry retournent au travail. Cette semaine, pas question de changer les habitudes pour ce groupe, même si l'accent était mis sur la récupération. On voulait avoir un maximum de joueurs qui soient frais pour cette échéance importante, donc pas mal de régénération et puis voilà aussi un travail orienté sur le détail, la précision. C'est des matchs qui souvent se jouent à très peu de choses, donc voilà, on a essayé de travailler sur ces petits détails et puis voilà, on ne va pas tout changer en une semaine. On va essayer de s'adapter à cette équipe de Carcassonne. Mais voilà, on va proposer, on a essayé de travailler sur nos points forts et puis de travailler aussi sur des choses qu'on a pu identifier ou sur des choses que Carcassonne peut aussi identifier sur nos derniers matchs. Samedi soir, les Chambériens affronteront Carcassonne, 3e à l'issue de la saison. Mais si les éléphants ont dominé le championnat en terminant premier, rien n'est acquis pour la finale. Ils comptent bien imposer leur jeu face à une équipe qui reste sur 6 victoires consécutives. Je pense qu'il n'y a pas de favoris. Nous, on ne se voit pas comme des favoris. On a toujours été humbles toute la saison. On a été chercher des points où on pouvait aller chercher des points. On a gagné des matchs à l'extérieur, on a gagné des matchs à domicile. On a galéré aussi à domicile, on a galéré à l'extérieur. Donc je pense qu'on n'est pas forcément favori. On sait que Carcassonne, ça reste une grosse équipe qui est un gros effectif avec beaucoup de profondeur. Des joueurs qui ont été au top toute la saison aussi, avec des facteurs X notamment. Donc nous, on ne se sent pas forcément favori. On va y aller pour jouer notre finale à nous, notre jeu, imposer notre jeu à nous. Et on verra bien ce qui se passera. Pour tirer son épingle du jeu, le SOC devra faire un match plein ce samedi. Et malgré une pression certaine sur les épaules des joueurs, pas question de se faire submerger par l'enjeu du match. On va essayer de se focaliser vraiment sur nous, sur ce qu'on a à faire, chacun être sur nos tâches, être bien précis vraiment sur ce qu'on a à faire. Et après, ça va être aussi être nous-mêmes, lâcher les chevaux, être propre dans tout ce qu'on va faire, avoir de la maîtrise. Et puis après, on laissera parler un peu ce qu'on sait faire depuis le début de saison et puis on verra bien comment ça se passe à la fin. À la fin, le bouclier de champion est en jeu, mais surtout, remporter cette finale serait synonyme d'accession à la Pro D2, un niveau encore jamais atteint par le stade olympique Chambéry Rugby, qui pourrait voir samedi soir son destin basculer. C'est un savoir-faire traditionnel et surtout ancestral qui revit depuis quelques jours à Présilly, dans le cadre d'une exposition scientifique à la Maison du Salève. Sur le travail d'exploitation de la montagne, les équipes du musée ont installé une charbonnière expérimentale. Cette structure, réalisée avec l'aide d'une archéologue et constituée de bois et de matière végétale, servait autrefois à produire du charbon. Les précisions dans ce reportage de Chloé Lemeur. Vous vous y méprendrez peut-être, mais il ne s'agit pas là d'un tas de fumier. Sous cet amas de terre, la composition est en réalité bien plus complexe et témoigne d'un savoir-faire ancestral. Ici, on a une charbonnière. Donc en fait, on a fait un gros tas de bois. L'autre objectif, c'est de le transformer en charbon de bois. Et le procédé, c'est de faire une cuisson le plus à l'étouffée possible. Donc on fait un tas de bois qui est très très organisé. On y met le feu, mais avant, on a bien pris le temps de protéger par une protection végétale et de terre pour que le feu prenne pas. Une installation qui a mis plusieurs heures à voir le jour.
Au total, 6 à 8 mètres cubes de bois ont servi à construire cette charbonnière à la maison du Salève. Et pour éviter la perte de production de charbon, pas d'autre choix que de veiller jour et nuit dessus. Le bois, il est un peu en équilibre. Il était très serré, mais quand il carbonise, il y a des morceaux de bois qui vont être réduits en cendres parce que le feu a besoin quand même de manger. Donc il va en réduire en cendres et ça va ménager des trous. Et là, vous voyez, au milieu de la charbonnière, on a un espace qui s'est creusé. Et donc, par chance, le vent n'arrive pas trop à rentrer, donc on n'a pas la fumée bleue qui est inquiétante. Mais là, il va falloir que j'aille y mettre de la paille et de la terre pour couvrir tout ça. Reproduite à partir de différentes inspirations, cette charbonnière s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une exposition scientifique. Mettant au jour le travail d'exploitation de la montagne, celle-ci permet de mieux appréhender cette technique d'antan, largement utilisée pour des activités métallurgiques et domestiques au XVIIIe et XIXe siècle. Ça nous permet de voir à la fois le travail très important. Alors c'est nous qui avons créé la charbonnière, donc on s'est bien rendu compte physiquement. Et puis c'est quelque chose qui a disparu et qu'on voulait que le public puisse partager, voir comment on fait du charbon. Aujourd'hui, on achète ça en sac, on se pose pas la question. Et c'est vrai que c'est un travail assez colossal. C'est quelque chose d'assez étonnant à voir, la charbonnière. Et puis ça permet de savoir comment on fait et d'où viennent en fait tous les matériaux qu'on utilise et les ressources qu'on utilise aujourd'hui. Après plusieurs jours de combustion, l'objectif est de récolter le charbon produit. Une matière qui servira ensuite à couler du minerai de fer dès cet été, comme à l'époque du Moyen-Âge. Et si vous souhaitez découvrir cette charbonnière et en savoir un peu plus sur ce savoir-faire ancestral, sachez que le chantier est ouvert au public ce samedi de 10h à 17h. Et pour les plus gourmands, un barbecue participatif est aussi prévu le midi sur place. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, place aux nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Vendredi, vous aurez le plaisir de retrouver Jules Demeure pour le dernier journal de la semaine. Passez une très belle soirée.